Le limogeage du chef de cabinet du chef de l'État, Pape Madandour, a-t-il trop parlé? Que comprendre de ces révélations sur les entrevues entre Sonko et Macky Sall? La baisse des chiffres d'affaires du port autonome de Dakar? Faut-il s'inquiéter de l'état d'autres économies? Quelle est la responsabilité de Waly Diouf Bodian? Le cambriolage du trésor public? Pour évoquer tous ces sujets, Mohamed Ali Mouba reçoit ce dimanche Badou Ndao, chroniqueur, écrivain et Eliman Abikan de l'Ex-Africa. Remue-ménage, c'est ce dimanche, 10h-11h. Sur la RFM, la radio. Des actualités de la semaine. Nous avons le plaisir pour ce faire de recevoir dans ce studio Badou Ndao, le médiateur, il est écrivain, alors chroniqueur aussi, en face de lui, Eliman Abikan, que vous connaissez, l'ex-Africa de la société civile. Bonjour messieurs. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour Alimou. Bonjour Eliman. Bonjour Aliou et bonjour à tous les auditeurs de la RFM. Et je dis le plaisir que j'ai de partager ce plateau avec Badou le médiateur. Badou le médiateur. Que je suivais de loin aujourd'hui. C'est agréable opportunité de le rencontrer et de débattre avec lui. Et très bien. Alors, premier sujet, le limogeage du chef du cabinet du chef de l'État, Pape Madandour, qui a été remercié, vous le savez, vendredi. Pour le moment, rien d'officiel sur les causes de son limogeage, mais la presse lit son départ à ses sorties sur un site web, ses déballages. Le chef de cabinet du président Bassirou Diomaye Faye a révélé qu'Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye, Birame Souleye, Abass Fall ont bel et bien rencontré l'ex-président de la République du Sénégal, Macky Sall, à Mermoz. Macky, donc avant leur rencontre au palais, déclaration qui contredit, vous le savez, Ousmane Sonko, qui a toujours nié une rencontre avec Macky Sall avant celle du palais. Lorsque Eliman Abikan, vous entendez l'ex-chef de cabinet du chef de l'État dire cela, qu'est-ce que vous êtes dit après, avec le recul? Je vais vous décevoir parce que je n'ai pas entendu monsieur dire, et puis je ne sais pas quel est le fond de cette question-là, mais l'acte de la décision du président, pour moi, est de la responsabilité de celui qui a les pouvoirs de nommer et d'enlever également aux postes civils et militaires, qui pour moi ne sont pas discutables. Par contre, ce que vous avez évoqué est lié à l'information concernant donc ce qui s'est passé entre les tenants du pouvoir aujourd'hui, à savoir précisément le président de la République Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko, et le prédécesseur du premier, c'est-à-dire Macky Sall. Effectivement, demeure une énigme sur laquelle l'ensemble du peuple sénégalais demande à être édifié. Et donc, je pense que ces négociations, tout le monde sait qu'elles ont eu lieu. Cette question-là, je pense qu'on a besoin qu'elle soit élucidée. Pourquoi j'insiste sur cela? Parce qu'aujourd'hui, on soulève ce débat lié à la redevabilité du président Macky Sall. Et il y a même, donc, on parle de probables accusations qui se prépareraient pour haute trahison, etc. Donc, cela veut dire qu'il y a une évolution. Et je l'ai rappelé dernièrement, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Parce que de Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye, sur la base de ces négociations qu'il y a eu, nous avons vu que les rapports ont totalement changé. Parce que Ousmane Sonko, tout comme Bassirou Diomaye Faye, ont, pendant cette même période de campagne, dépeint Macky Sall comme étant, à la limite même, une personne avec toutes les valeurs, et que le diable serait donc le candidat à l'époque, Amadou Ba. Ça, on ne l'oublie pas. Il y a une évolution. Alors, et même jusqu'après, on a vu toutes les discussions. Tout le peuple avait apprécié la qualité des rapports entre l'ancien président et le nouveau président, jusque dans les essences qu'il y a eu au palais ailleurs, etc. Et même cette décision qui a été même saluée par tout le monde, même si on peut se poser des questions, que l'avion présidentiel soit prêté à M. Macky Sall pour quitter le pays. Et donc, qu'est-ce qui a changé en tout temps pour qu'aujourd'hui, on nous ramène à des rapports plutôt tendus
voilà, et parfois même très méchant. Alors donc, Badou Ndao, le médiateur, au-delà de l'obligation du secret professionnel, du devoir de réserve, il y a que Pape Madandour a soutenu que Sonko et compagnie sont allés voir Macky Sall à Mermoz, et cela apporte apparemment de l'eau au moulin de ceux qui ont toujours soutenu, Badou Ndao, l'existence des négociations secrètes entre Ousmane Sonko et l'ancien président de la République. Sonko et Macky ont-ils dit toute la vérité sur cette affaire selon vous? Voilà, Alimou. J'abonde dans le sens de Eliman, qui a quand même cerné la question, parce que simplement, il ne faudrait pas quand même, il faut qu'on arrête de nous prendre pour ce que nous ne sommes pas, c'est-à-dire des idiots de la République. Tout le monde sait que des pouvoirs, ils négocient. Tout le monde sait que 2024 a été possible parce qu'il y a eu des négociations. Maintenant, ces négociations-là ont profité à qui? Ont profité aux gens de Pastef, que Macky Sall a préparé à prendre le pouvoir. Alors que, non, ça, ils peuvent le dire, ce n'était pas le cas quand cela se passait. L'élection pouvait se tenir sans qu'il ne soit dans l'affaire. Donc, il y a eu des négociations. Un jour, sûrement, Macky Sall va en parler, parce que quand même, il y a eu cette loi d'amnistie-là. Hein? Et moi, ce qui me fait rigoler dans tout cela, c'est les gens qui défendaient la loi d'amnistie, que moi, j'ai combattu à l'époque. Je me rappelle très bien, on s'était levé pour la combattre. Il y avait Aïssata Sall et il y avait Farba Ngom, qui est aujourd'hui entre les mains de ces gens-là. Donc, il y a eu des négociations. Qu'on nous le dise, il y en a eu, qu'on le dise, il y en a eu. Maintenant, peut-être, le chef de cabinet du président, et ça, ils vont continuer à l'apprendre à leur dépens, parce que c'est eux-mêmes qui cultivaient ça. C'est eux-mêmes qui disaient que l'État doit être dans la rue, que tout ce qui se dit, voilà le secret, le secret d'État ou la réserve et tout, c'est juste des instruments de camouflage au peuple, ainsi de suite et tout. Donc, ils ne doivent pas s'étonner qu'un chef de cabinet du président de la République, qui ne doit pas être n'importe qui, moi je me demande même ce qu'il va faire à une radio, à une télé, pour raconter, même que le président a un chat, parce que même si le président a un chat, c'est un secret d'État. Et moi je l'ai dit en 2016, quand on m'a invité, je me rappelle, je disais que tout le monde a intérêt à ce que l'État soit protégé. Le secret d'État, ce n'est pas quelque chose de moindre. Ça ne dépend pas toujours du secret qui concerne les armées ou les trucs, mais le plus petit détail, peut-être une faille dans la sécurité du président de la République ou dans la préservation de la confidentialité dans l'administration. Maintenant, bon, des négociations, pour y revenir, il y en a eu. Et on le saura un jour. Ça, c'est certain. Alors, le protocole du Cap Manuel, on sait, fait référence à cet accord présumé entre l'ancien président Macky Sall et l'actuel Premier ministre, visant, on l'a dit, à faciliter la libération des prisonniers dits politiques, Ousmane Sonko, Diomaye, entre autres. La loi d'amnistie, on en parle aussi. Faut-il l'abroger, Eliman Abikan, ou la rétablir? Parce que Pastef semble un peu hésitant. Un an après l'effacement des crimes relevant des troubles politiques entre mars 2021 et février 2024. Toujours pas de consensus. La controverse entre partisans de l'abrogation et ceux qui préfèrent le statu quo. Donc, vous, quelle est votre compréhension de l'affaire? Sonko a soutenu, on le sait, à la veille des législatives, que son gouvernement allait prendre un projet de loi pour approcher cette loi si les Sénégalais lui donnaient la majorité, ce qui a été le cas quelques mois après. Alors, malgré tout, le projet de loi n'est pas là. Thierno Alassane Sall, le député de l'opposition, a pris une proposition de loi, formulé une proposition de loi allant dans ce sens. Proposition de loi rejetée quelques jours plus tard. Eliman Abikan de la société civile, êtes-vous dessus? Oui, je pense que par rapport à cette question, tout comme Badou, nous étions opposés à cette loi d'amnistie à l'époque, et notre position reste inchangée parce que, comme nous l'avions appelé, c'est une loi qui favorise l'impunité, qui encourage l'impunité contre la démocratie et la République.
Parce que ce qui s'est passé dans ce pays-là ne peut pas aller dans la rubrique pertes et profits de notre bilan, de notre démocratie. Il faut que ça soit mis au clair et que les responsables de ces actes puissent être sanctionnés selon les règles de la justice de façon équitable pour que cela ne se reproduise plus. J'entends beaucoup de membres de PASTEF dire que oui, il faut une abrogation partielle, mais je retiendrai la voie qui est pour moi la plus importante. Celle d'Ousmane Sonko. Il s'agit, du président de l'Assemblée nationale lui-même. El Malick Ndiaye. Oui, qui avant d'être élu président de l'Assemblée nationale, dans une émission, a dit effectivement qu'il allait vers une révision partielle. Cette idée, c'est une idée saugrenue et inacceptable. Je pense que, qu'est-ce que ça veut dire, partiel? Pourquoi partiel? La partialité vers qui, vers quoi? Voilà, même le terme pose un problème d'équité, voyez-vous. Et donc je pense que cette loi telle qu'elle est, doit être abrogée, tout simplement parce que ces faits doivent être appréciés et les responsabilités situées, quels que soient les bords, parce que il ne s'agit pas de dire tout simplement que c'est le régime qui était là, qui a donc été oppresseur, qui a tué, etc. Ça encore, c'est un langage, c'est vrai, politique, mais qui n'est pas si vrai que ça. C'est-à-dire qu'il y a eu des victimes de tous les côtés. Il y a eu des victimes au niveau même des forces de l'ordre, comme il y a eu des victimes également au niveau des citoyens innocents. On se rappelle ce bus qui a été donc saboté, et puis il y a eu des personnes qui ont trouvé la vie, et on a vu des membres souteneurs de PASTEF à l'étranger dire ouvertement dans les réseaux sociaux qu'ils aient été à l'origine de cet acte. Et donc je pense que les personnes qui ont fauté et qui doivent être sanctionnées sur la base de ces faits-là doivent toutes être donc convoquées par la justice pour que ça soit clarifié, parce que des faits barbares comme ce qu'on a vécu ici entre 2021 et 2023, il ne faut plus que ça se reproduise dans ce pays. Mais Elimane Abikane, vous savez mieux que moi, l'abrogation de cette loi pose problème. Cette abrogation nous ferait revenir à une sorte de statu quo, on le sait, pour les personnes appréhendées. Va-t-on remettre en prison des centaines d'individus parmi lesquels figurent aujourd'hui des ministres? Cela causerait un imbroglio juridique inextricable, disent les spécialistes. Non, mais ça ne veut pas dire qu'il faut remettre en prison des gens, parce que tout le monde est présumé innocent. C'est la justice de décider de qui doit aller en prison ou pas. Il y a eu des arrestations arbitraires aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc il ne faut pas voir les choses telles quelles. Si on reste vraiment dans une perspective du droit, de la justice et de l'équité, on ne raisonne pas comme ça. C'est-à-dire que tout le monde qui a été en prison ne devrait pas certainement y être. Il y a des gens qui ont fauté et c'est la justice d'apprécier et de dire qu'effectivement ils ont fauté. Il y a eu d'autres innocents qu'on a mis en prison, dont on a saboté la suite de leur vie, dont on a brisé leur famille, leur ménage, etc., alors que peut-être ils n'ont rien fait. Voilà, donc je pense que ce n'est pas en ces termes qu'il faut poser la question. Parce que c'est une façon, on ne règle pas les problèmes avec cette façon de voir. Donc il faut que la justice se saisisse de la question, que les faits appréciés puissent être qualifiés, s'il s'agit véritablement de crimes ou d'infractions, qu'ils soient jugés. S'il y en a qui n'ont rien fait, je crois qu'il n'y a pas raison de les poursuivre. Alors, dans le droit sénégalais, on le sait, le principe de non-rétroactivité de la loi implique qu'on ne peut être puni en vertu d'une loi postérieure plus sévère, disent les juristes. Or, la loi d'amnistie crée des droits acquis pour les bénéficiaires. L'approcher pour rétablir des poursuites, c'est violer ce principe. On a entendu un juriste, El Amathiam, le dire clairement. El Amathiam, le président de l'ONG Justice sans frontières. Badoundaou, l'imbroglio là, on ne s'en sort pas. L'abrogation partielle non plus. Je crois que même notre débat là ne va pas s'en sortir si on est dans les faits divers pour ça aussi. Parce que je crois que ce gouvernement-là a intérêt à se réveiller et à s'occuper, et à prendre la voie, n'est-ce pas, là où tout le monde l'attend, surtout
les immenses espoirs qu'il a suscités à travers donc la jeunesse, les femmes, les vieux, tout le monde. Ce n'est pas par hasard que les gens les ont amenés au pouvoir. Il y a eu un problème de rupture. Et je vous dis une chose, c'est-à-dire, quand vous écoutez les responsables de PASTEF, au premier desquels Ousmane Sonko, par exemple, le premier ministre Ousmane Sonko, si vous êtes dans les réseaux sociaux et que vous lisez les tenants de la communication des gens de PASTEF, Ousmane Sonko ne fait que répéter ce que ces gens-là ils disent. Ils sont prisonniers un peu des réseaux sociaux, de ce qui se dit là-bas. Voilà, c'est ça qu'il dit. Donc tous les mots qu'il utilise et beaucoup de choses dont il parle, ça lui vient des réseaux sociaux. Donc, ça lui vient donc de son armée qui est dans les réseaux sociaux. Donc, c'est important. Autant il utilise cette forme de communication-là pour dire ce que les gens, pour dire aux gens qui sont derrière lui ce qu'ils pensent. Pour parler directement à ses partisans. Justement, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est de la même manière qu'il utilise, justement, qu'il rend. Parce que ça, c'est ce que tous les bons communicateurs ils font. C'est-à-dire qu'ils vous laissent dire exprimer votre besoin et en vous parlant, il vous renvoie avec les mêmes mots ce que vous disiez. Donc c'est exactement ce qu'il dit. Donc c'est assez important qu'il sorte un peu maintenant de la communication justement qui a fait son succès jusqu'à présent, c'est-à-dire répéter ce que les autres, pour maintenant mettre en œuvre ce que les autres ils disent. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? C'est-à-dire que jusqu'à présent, il y a dans les réseaux, effectivement, cette tendance-là, non, Ousmane, lu mu wax ñun d'accord nañu lu mu def baax na lu mu def kii, mais c'est peu de gens, de plus en plus peu de gens le disent. Parce qu'effectivement, il faut que cette rupture-là soit actée. Parce que quand même, ce pays-là, les gens l'ont divisé, c'est très vrai, il y a eu énormément de clivages, mais on se rend compte qu'on a besoin de quand même faire un pas de côté pour que au moins le Sénégal, que les gens se consacrent à ça. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est-à-dire que, quand même, on ne peut pas être là. Ce gouvernement-là, il a 5 ans. Là, il reste 4 ans. Non, il reste même plus 4 ans. Parce qu'on va aller juste après, dans 3 ans, dans 2 ans, on va aller à des élections, à des trucs, machin et tout. Ce qui fait qu'ils n'auront même pas le temps de travailler. Mais ils doivent avoir au moins en tête que, voilà, il y a des choses qu'il faut régler. Et les choses les plus urgentes qu'il faut régler, c'est... Moi, je ne comprends pas un gouvernement qui vient et qui se fait que des ennemis. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être là. Et on ne peut pas aussi les suivre parce qu'ils ont venu à une époque charnière. C'est-à-dire qu'ils ont venu à une époque charnière où c'est l'opposition qui a créé les conditions de reddition, je dis, de reddition des actes des gouvernements, surtout du gouvernement passé. Ils ont dit tellement de choses qu'ils ont cultivé un nihilisme sous l'autre régime qui a fait que toute la meute, en tout cas la majeure partie de la meute qui les suit, a cru qu'effectivement il n'y avait rien de bon au Sénégal. Mais là, les gens sont en train de se rendre compte que ce n'est pas le cas. Donc les gens aussi sont en train de se rendre compte qu'il faudrait plus. Parce que quand même ce pays nous appartient à tous. Autant ils ont utilisé des méthodes, ces méthodes-là, d'autres Sénégalais peuvent les utiliser, mais il faudrait qu'on tienne compte effectivement de l'intérêt général du Sénégal. Et c'est ce qui ne me semble pas être justement ce que les gens sont en train de faire. Et je vous le dis tout de suite, ce qu'ils sont en train de faire, c'est contre eux. Qui a réglé des problèmes, qui a apaisé la situation, qui nous a amené à une élection. Je crois qu'on doit la dépasser. Qu'on n'essaie pas de vouloir régler des problèmes politiques ou politiciens en vue de futures élections où on va éliminer tout ce qui semble être un obstacle à la future élection. C'est en fait ça. Ces gens-là, au moment où l'on parle, sont en train de préparer la future élection. Ils se projettent en 2029. Ils se projettent en 2029 et un peu avant. Mais on ne peut pas continuer à vivre ça. C'est pas possible. Les gens sont impatients. C'est eux-mêmes qui ont mis ce carburant de l'impatience-là. Ce sont eux. C'est eux qui ont dit tout ça. Donc il faut qu'ils s'arrêtent. Il faut qu'ils s'arrêtent et il faut qu'ils arrêtent. Tout ça là. On va poursuivre Macky Sall, on va poursuivre ce truc, c'est pas possible. On va pas s'en sortir. La reddition des comptes, je sais pas quoi là, il faut arrêter.
Alors donc on va avancer un peu à parler du port autonome de Dakar, la polémique qui concernant les chiffres relatifs au trafic du port de Dakar. Dans son dernier bulletin mensuel, l'ANSD fait état d'une baisse significative de l'activité portuaire, moins 17,1% observé en 2024, décembre 2024. Explication, problème de logistique, baisse des embarquements et des débarquements. Vous, Eliman Abikan, vous réagissez comment lorsque vous avez entendu cette discussion, ce sujet évoqué sur l'espace public? Vous dites quoi? Parce qu'on a entendu aussi en même temps Waly Diouf Bodian se défendre. Il a réagi dans une publication sur Facebook. Il affirme que le port se porte très bien et qu'il y a même un bond en avant. Oui, de quel côté se trouve la vérité? C'est justement le vrai problème. C'est-à-dire que c'est moins les querelles autour des chiffres que notre incapacité à avoir des chiffres objectifs corrects, partagés par tous et sur lesquels on peut travailler. Mais ce que je retiens, c'est tout simplement ce que le Premier ministre avait dit dernièrement, lors de sa déclaration de patrimoine, pour dire que c'est l'ANSD qui donne les chiffres officiels dans ce pays. Donc ce que l'ANSD a dit, effectivement, il y a une tendance à la baisse. Pourquoi vous ne croyez pas aux chiffres de Waly Diouf Bodian? Mais je viens de vous le dire. Qui est le patron du gouvernement, c'est le chef de l'administration. Il a dit, et c'est ça qui est vrai en plus, que c'est l'ANSD qui est la structure qui donne les chiffres officiels. Il a même pendant la campagne électorale. Il a dit en répondant à Tahirou Sarr, absolument. N'est-ce pas? Donc, on retient ça et ça s'applique. Donc, s'il y a une bataille de communication autour des chiffres, nous retenons les chiffres de l'ANSD. Donc, ces chiffres, effectivement, parlent d'une baisse des performances du port autonome de Dakar et donc confirment également ce que disaient pas mal d'observateurs sur les performances de ce port. Maintenant, c'est dû à quoi? Je crois que le débat ne serait utile qu'à ce niveau. C'est-à-dire pour nous montrer pourquoi il y a eu cette baisse. Quels sont les facteurs qui l'expliquent? Je ne suis malheureusement pas dans les dispositions de le faire parce que je ne travaille pas spécifiquement sur cette question. D'autres devraient pouvoir nous aider pour cela. Mais donc, éviter, comme Badou l'a rappelé, les débats politico-politiciens. Ça ne nous avance pas. Et sur ce plan-là, c'est un débat économique. Parce que nous savons ce que représente le port autonome de Dakar, qui est notre vitrine commerciale en termes de transactions, de ce que nous exportons et ce que nous importons. Et donc ça aussi, c'est une mesure de la vitalité de notre économie. C'est à partir de là que nous pouvons nous dire, est-ce que nous sommes véritablement sur la bonne voie pour atteindre les objectifs qui sont définis dans le cadre de la nouvelle vision 2050. Le port est-il en mesure de jouer ce rôle véritablement? Est-ce que nous avons la gestion qu'il faut, donc les esprits alertes qu'il faut pour faire de cet instrument-là un véritable levier de développement économique. Donc c'est ça les vrais débats, je pense. Et donc au-delà des chiffres, certainement, vous allez inviter prochainement des experts de la question pour nous dire aujourd'hui, est-ce que sur ce plan-là, nous sommes en train de faire un bon travail. Donc c'est à ça que je vais m'arrêter sur la question du port, constatant qu'il y a des chiffres différents et contradictoires, parce que quand on parle de performance, ici je parle du port, de la direction du port elle-même, on nous parle de contre-performance quand il s'agit des chiffres officiels de l'ANSD. Alors, cette baisse soulève des inquiétudes quant à la compétitivité de notre port. Alors, Badounda Waly Diouf Bodian, le DG actuel du port autonome de Dakar, a été critiqué pour ses contre-performances. On parle en tout cas d'un DG qui passe une bonne partie de son temps sur les réseaux sociaux. Waly Diouf Bodian est-il à sa place? Non, attendez. C'est-à-dire que, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est-à-dire que le directeur général du port n'est pas un acteur portuaire. S'il en était un, on aurait nommé quelqu'un du Sérail. Lui, il était aux impôts là-bas, il est venu, il a trouvé des acteurs qui sont là, qui sont les acteurs du port, qui sont les concessionnaires, les transporteurs, les transitaires,
les acognés et bien sûr les commerçants. Donc c'est ces gens-là, c'est à ces gens-là que le port il appartient. Et bien entendu, les partenaires sociaux que sont les syndicats. Donc, lui, je ne pense pas qu'on lui a assigné une mission de performance. Il n'en a pas les moyens. C'est un milieu qui lui est carrément étranger. Non, il faut se dire la vérité. Et ça c'est justement ça le véritable problème. Maintenant, il va vous dire, comme il l'a dit, que bon, voilà, le trafic a augmenté. C'est-à-dire que, bon, l'année dernière, il y avait 10 bateaux qui sont entrés dans le port. Cette année, il y en a 15. Mais les bateaux entrent et sortent du port pour de multiples raisons. Un bateau peut entrer au port du fait, par exemple, de conflits quelque part. Les bateaux vont dire, écoutez, on va s'avitailler, on va prendre notre avitaillement au port de Dakar. Ils entrent au port sans charger ou décharger. Ça arrive. Donc ça enfle les chiffres du trafic, mais ça ne veut pas dire que le fret a augmenté. D'accord? Maintenant, si quelqu'un veut prendre le pouls du port, mais il ne doit pas s'adresser à Waly Diouf Bodian, mais aux acteurs que sont les concessionnaires, les transporteurs, n'est-ce pas, les acognés, ceux qui descendent les conteneurs sur place et tout, ceux qui délivrent les conteneurs, les transitaires et les commerçants. Je vais me répéter, mais c'est ça. Ce sont ces gens-là qui sont en mesure de juger de cela. Maintenant, c'est quoi? C'est-à-dire que le port est un partenaire économique, stratégique par rapport à ces gens-là, parce que les importations arrivent dans le port. Maintenant, le port n'importe pas. Le port, il n'importe pas. Les importateurs, ils sont de côté, les autres acteurs, ils sont là. Maintenant, quand il y a des problèmes et que ces gens-là en parlent, il faut croire à ces gens-là. Ce sont eux les acteurs. Maintenant, je crois que, bon, il faudrait que M. Bodian, quand même, mette énormément d'eau, n'est-ce pas, dans son bissap, quoi. Pourquoi? Parce qu'il est dans un monde qu'il ne connaît pas et où il faut privilégier la concertation et avec beaucoup d'humilité, parce que ces gens-là, lui, il ne vit pas du port. C'est un salarié. On le paye. Le port, qu'il n'y ait aucun bateau ou pas, c'est pas son problème, il va être payé. Mais les acteurs qui sont là-bas, eux, ce sont des professionnels. Ils vivent de leurs activités au port. Ils parlent aux autres, les vrais acteurs. On a entendu Waly Diouf Bodian s'en prendre aux journalistes, dire que c'est parce qu'on leur a résilié des contrats. Je vous jure que, Alimou, je n'entre pas dans le débat politique. Ça, c'est un débat de politiciens, je n'y entre pas. C'est-à-dire, moi, je vais me limiter à des faits qui concernent effectivement l'effectivité de la chose. C'est-à-dire de savoir si, oui ou non, le port, il marche. Et puis, ce n'est pas une honte. Le port, il marche suivant des saisons. Il y a des pics suivant des saisons. On est à quel mois? On est au mois d'avril, que ce n'est pas le pic pour le fret ou des choses comme ça. Sauf parce que le port obéit à des événements. Sauf que peut-être juste dire que durant vraiment l'année 2024, entre avril 2024 et décembre, janvier 2025, pratiquement, on a senti cette baisse-là à partir de ce moment-là. Donc, mais c'est le climat économique. C'est-à-dire que c'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble. L'investisseur, mais mettez-vous à la place d'un investisseur. Vous venez dans une maison, M. Alimou, peut-être que votre femme va s'en prendre à moi. Vous venez chercher une femme dans une maison. Vous venez pour la première fois, vous trouvez toute la maison en train de se battre, de s'insulter, de truquer, machin. Est-ce que vous allez revenir là-bas? Non, je vous demande. Vous n'allez pas revenir là-bas? Ou en tout cas, si vous revenez, vous allez revoir vos propositions en baisse. C'est la même chose. Les hommes d'affaires, ils veulent être rassurés. Ils veulent être rassurés donc par tout le monde. C'est surtout par les autorités politiques. Mais si vous avez un Premier ministre qui est là, qui fait des déclarations, à la limite, je ne sais pas, quelqu'un homme d'affaires qui est là-bas, qui entend dire que le Sénégal est en ruine, il se dit, ah bon? Maintenant, le commerçant sénégalais ou l'homme d'affaires sénégalais qui va quelque part, là où il allait, il bénéficiait d'un crédit de confiance, d'un crédit, il travaille normalement et tout, mais le Chinois qui est là-bas, il suit les informations sur le Sénégal. Il va, le gars, dès qu'il vient, il dit, bon, voilà, moi, j'ai besoin de 10 conteneurs comme on avait fait, maintenant, je vais prendre 15, il va lui dire, non, attendez. Le climat n'est pas clair, n'est pas bon. Votre pays est en ruine, ce n'est pas sûr. Maintenant, même les 10 que je vous donnais là, je vous donne 2 en attendant. Ne voit plus clair. Non, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est un milieu hyper frileux où les gens ont peur de tout. Ils ont même peur de la pluie, des tempêtes, de la météo. La météo normale, la météo politique. Oui, la météo politique aussi.
Ils suivent. Parce que c'est le bien qu'ils mettent là-dedans. Alors donc, Elimane Abikan, le port autonome de Dakar reflèterait-il le climat économique ambiant? Oui, je pense que, oui, Badou l'a clairement dit, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle le risque pays du Sénégal n'est pas des bases les plus reluisantes. Et justement, le monde des affaires fonctionne sur la base de l'évaluation des risques pays. Et effectivement, quand il n'y a pas une certaine stabilité, quand il n'y a pas une certaine fiabilité de transparence budgétaire, financière de façon générale, il y a un problème. Et donc, dans le doute absolutoire, comme on dit, je crois que cette adage est beaucoup plus respectée, surtout dans le milieu des affaires, parce que la gestion des risques est quand même assez importante. Donc, je pense que ce qui se passe au port, comme je l'ai dit tantôt, il faut évaluer tous les facteurs. Il y a un des facteurs qui vient d'être évoqué, qui est lié au contexte politico-social du Sénégal, avec tout ce qui se passe depuis. Effectivement, on passe notre temps à nous quereller, à nous invectiver. Alors qu'on a eu une très belle alternance. Oui, non, le peuple a fait toujours son job. C'est-à-dire que, c'est comme je dis, dans ce pays-là, le peuple sénégalais est à des années-lumière d'avance par rapport à ses acteurs politiques. Les politiques publiques qui sont initiées, leur seule finalité, c'est le bien-être des Sénégalais. Alors, on ne peut pas arriver à ce bien-être en créant soi-même les conditions qui entravent donc les chemins qui y mènent. Et donc ça, je pense qu'il faut une remise en question des acteurs politiques. Il faut qu'ils sachent se départir de la compétition politique à un moment donné. Surtout quand on a la responsabilité des affaires, il faut être au-dessus de la mêlée. Il faut rassembler. Il ne faut pas continuer à diviser. Et donc, je pense que c'est ça notre problème. Et comment ramener cette confiance, justement, Elimane Abikan? On sait que depuis que ces nouvelles autorités se sont installées à la tête de ce pays, on voit la controverse. Il y a vraiment des difficultés à renouer ce fil du dialogue entre l'opposition et le pouvoir actuel, en tout cas classe politique. On sent en tout cas beaucoup de friction, inimitié, de la haine même entre les citoyens, entre aussi. Oui, je pense que la classe politique, la responsabilité première revient aux autorités politiques. Aujourd'hui, c'est d'abord et avant tout le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui doit avoir une posture républicaine de distanciation, comme il a commencé à le montrer en sortant du parti PASTEF, etc., et prendre les choses en main aussi. Parce que malheureusement, c'est dans les écuries politiques qu'on attise les feux. Et le Premier ministre a lui-même une écurie politique et en face d'autres qui sont dans l'opposition et qui sont prêts à découdre. Et là, ils ne se font pas de cadeaux, tout le monde le sait. Donc, la responsabilité première revient au président de réunir, de rassembler les Sénégalais, de veiller à l'équilibre des pouvoirs, de laisser la justice faire son travail et que la politique ne s'immisce pas dans les actions judiciaires en cours, de permettre à l'Assemblée nationale de jouer son rôle pleinement et que ces députés soient enfin des députés du peuple. Malheureusement, j'ai entendu la dernière fois le vice-président avec qui j'étais dans un débat dire que nous sommes des députés du projet. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est le Sénégal qui est le projet parce que le Sénégal a remis le pouvoir à ceux qui avaient porté ce projet politique, n'est-ce pas? Donc je pense que c'est cela. Et puis voilà, il faut toujours mettre l'intérêt général devant. On a vu, et c'est appréciable tant que ça reste en dehors de la ruse politique, c'est-à-dire le fait de vouloir aller vers un pacte social, c'est-à-dire de réunir les acteurs du monde social pour discuter de comment est-ce qu'ensemble nous pouvons aller, parce que là il s'agit du monde de l'économie, c'est-à-dire c'est les travailleurs, n'est-ce pas? Et comment avec ces travailleurs, avec le secteur privé sénégalais, la fonction publique qui doit aussi faire sa mue et être capable de faire face aux défis actuels de développement auxquels nous aspirons, de pouvoir quand même s'accorder sur quelque chose. Maintenant, s'accorder sur quelque chose, ça se fait dans un débat franc et également dans le respect aussi des droits de tout le monde. Voyez-vous, il ne s'agit pas de dire les syndicats, vous ne faites plus de revendications parce que le pays, ça ne va pas. Ah non, ça ne sera jamais possible.
Les syndicats existent pour protéger les droits des travailleurs. Ils feront toujours des revendications. Le Premier ministre a demandé de mettre en veilleuse certaines questions. C'est pas possible, voyez-vous. Le temps de peut-être régler la question économique et puis voilà. Oui, ça dit que ce qui est important, c'est quels sont les efforts que le gouvernement va faire, justement, donc avoir avec eux une entente sur le suivi et l'évaluation des revendications et faire des efforts. Et pour moi, les premiers efforts commenceront à dire, moi, gouvernement, moi, l'infrastructure donc gouvernementale, je commence par faire mes propres sacrifices. Se serrer la ceinture. Ah oui, et comme ça... Ce n'est pas le cas pour le moment? Ah bon, je ne pense pas, parce qu'on a eu des annonces, mais il n'y a encore rien d'effectif. Hein? Les gens voyagent encore, voilà. L'avion présidentiel est utilisé à outrance. On aurait pu rationaliser son utilisation pour des voyages ponctuels du président, par exemple, qui sont des voyages stratégiques également. Parce qu'aujourd'hui, il faut être dans un domaine où je fais un pas, je gagne quelque chose. Un pas que je pose sans gagner et que je perds des ressources, ça, je ne dois pas le faire. C'est ça l'esprit de rationalisation dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Voilà, donc je pense qu'il y a des équilibrages à faire. Ouvertement, clairement, avec des décisions fermes pour rassurer les Sénégalais, pour dire ok, c'est vrai, on est dans une situation difficile, mais il faut en même temps éviter quelque chose. Il faut éviter de nous installer dans une politique d'austérité. Ah non, parce que les problèmes sont là, c'est vrai, mais ce qui est plus important, c'est de travailler sur les solutions. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait pour augmenter les ressources? C'est à ce niveau qu'on attend. C'est absolument pour dire serrons la ceinture, mais non, il faut en même temps dire voilà ce que nous faisons pour nous permettre d'augmenter nos ressources. Qu'on ne nous installe pas dans l'austérité, dans les problèmes, dans les ajustements structurels d'une certaine façon. Ça va continuer à plomber notre économie et ça va faire réfléchir les ménages qui sont déjà fébriles, très fébriles. Ça arrête la machine. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même la main-d'œuvre sur laquelle on doit compter pour travailler, ce pays ne sera plus debout. Donc il faut éviter d'arriver à ce niveau. Et donc il faut une ingénierie financière qui permet de trouver les ressources nécessaires. Malheureusement, aujourd'hui, ces ressources ne sont pas au rendez-vous. Et certains flux qui étaient des flux récurrents ont été stoppés sur la base justement de ce que Badou rappelait, c'est-à-dire des débats politiciens inutiles sur nos finances publiques qu'on aurait pu gérer. Hein, voyez-vous. Donc je pense que... Mais on a entendu Ousmane Sonko dire que voilà, moi je suis dans la transparence, au nom de la transparence, il faut tout dire. Oui, mais la transparence, c'est vrai, tout le monde est pour la transparence. Mais transparence, ça ne veut pas dire mettre tout dans l'espace public. La transparence doit être stratégique, il faut l'organiser. N'est-ce pas? C'est pas et parfois on fait beaucoup d'erreurs d'ailleurs sur ça, même dans ceux qui font la promotion de cela. Et donc je pense que quand on est responsable, quand on a les responsabilités, quand on est fait face à des problèmes, on ne doit pas remettre le problème au peuple sur la place publique. Parce que le peuple espère de vous, je ne sais pas, que vous réglez ces problèmes. Les solutions. Donc, voilà, ce sont les solutions qu'il faut partager avec le peuple. Pour dire, on a des problèmes, voilà maintenant ce qu'on veut faire, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ensemble. Et ça mobilise. Ça mobilise ensemble les citoyens pour aller chercher les solutions. Mais ce n'est pas dire que, oui, tout le temps, les gens là ont pillé le pays. Tout le monde le sait. Le constat. Se contenter de faire des constats. Des constats et des accusations. Parfois même c'est de la fuite en avant parce qu'on redit les mêmes choses qu'on disait des mois avant. Et on dit les mêmes choses qui ont fait les Sénégalais, qui ont amené les Sénégalais à pouvoir voter pour changer de régime. Donc aujourd'hui, le discours doit changer. Le discours doit être progressiste, le discours doit être rassurant, le discours doit être mobilisateur, donc un discours de solution. Un discours de solution, Badou Ndao, c'est ce qu'on attend des nouvelles autorités. Ce ne sont même pas des discours qu'on attend d'eux, ce sont des faits. Et on parlait tout de suite là d'environnement économique. Moi, je vois que ces gens-là, dès leur arrivée, ils se sont attaqués, par exemple, à des capitaines d'industrie, à des hommes d'affaires de secteurs stratégiques. Ils ont mis en prison, par exemple, là, au moment où l'on parle. Qu'est-ce que l'autre gouvernement a fait, Macky Sall, quand il est venu au pouvoir? Il savait que le secteur le plus à même de lui créer des problèmes, c'était le secteur énergétique. Donc le carburant, Sénélec, la fourniture du carburant à Sénélec, au central machin, pour pouvoir donner de l'électricité aux Sénégalais. Qu'est-ce qu'il a fait?
il est allé chercher les gens de ce secteur. Donc Baba Diaw, il en a fait son conseiller. Il est allé prendre des jeunes comme Khadim. Il les a intéressés à Locafrique. Pour leur dire mise en prison. Oui, pour leur dire que bon voilà, il est allé prendre un Samuel Sarr. Lui aussi en prison. Oui, ce sont des gens qui sont incontournables dans des secteurs stratégiques que l'État ne peut pas prendre en main. L'État du Sénégal ne peut pas importer du carburant, ni du fuel, ni quoi que ce soit. Et ça, Wade l'a essayé et il a tout de suite échoué, lamentablement. Et c'est là où Macky Sall était à l'époque ministre de l'énergie et il a vu la bonne combinaison. La bonne combinaison, c'est quoi? C'est de créer un secteur privé fort, aller chercher des hommes d'affaires pour leur demander de sortir de leur secteur pour mettre leur argent ailleurs. Et c'est ce qui a fait qu'un Khadim Ba existait. Il l'a amené à la SAR pour lui donner une partie des actions et lui promettre aussi sûrement, en prenant en compte que Sénélec ne peut plus importer, que la SAR ne peut pas faire ceci, et de suite et tout. Khadim, il faut essayer de me faire ça à la place. Donc, en arrêtant tous ces gens-là, pour dire que bon, voilà, pour prouver quoi? Pour prouver que oui, ces hommes d'affaires-là, ils bouffaient du fric ou je sais pas quoi. Mais ces hommes d'affaires-là, ils le sont. Ils ont du fric parce qu'ils sont des hommes d'affaires. Un homme d'affaires propre, qui en a besoin? Mais personne, aucun pays du monde n'a besoin d'hommes d'affaires propres. Les pays ont besoin d'hommes d'affaires entrepreneurs qui justement règlent les problèmes quand ils se posent. Alors là, demain, si le problème de l'énergie se pose, qu'est-ce qui va se passer? Les Sénégalais vont être replongés dans les trucs d'électricité, dans des coupures d'électricité encore. Pourquoi? Parce qu'on a mis les acteurs principaux, nos capitaines d'industrie qui nous appartiennent à nous, tous ces gens-là en prison. Pour quelles raisons? Et pourquoi? Alors que c'est des gens qui pouvaient être en liberté et l'État peut parler avec eux pour leur dire que vous nous devez ceci, vous nous devez cela, il faut payer, et les gens, ils négocient. Un État n'est pas là pour justement tuer l'économie. On ne tue pas l'économie, on n'égorge pas ces hommes d'affaires. Quand on a la force, il faut réfléchir à l'utilisation de cette force. Donc, alors, en attendant, les licenciements se poursuivent. On a vu à AIBD, c'est des centaines d'emplois qu'on va perdre. CDC, Port Autonome Dakar, Elimane Abidjan, c'est difficile. Mais pourquoi ça c'est possible? C'est-à-dire que, moi, je m'excuse. Allez-y, c'est bon. Ça dit quoi? Wade, quand il est venu, oui, les gens du PS, c'est des voleurs. Les audits, les trucs, machin et tout. L'argent est là. On a pris 8 milliards, 100 milliards, 150 milliards, machin et tout. Est-ce que ça a développé le pays? Macky Sall arrive, réduit, oui, traque des biens mal. Voilà. Oui, Karim Wade a pris 4 000 milliards, je ne sais pas quoi. Où est-ce que ça nous a amené? Nulle part. Ces gens-là aussi, ils viennent. Mais la question que les Sénégalais doivent se poser, c'est quoi? C'est pourquoi est-ce que cela est possible? Pourquoi est-ce que cela est possible au Sénégal que des gens puissent prendre des milliards ou être accusés d'avoir pris des milliards? Mais il faut chercher cette explication-là. Et cette explication-là se trouve dans la Constitution du Sénégal qui donne au président de la République des pouvoirs d'ordre divin, qui fait qu'il peut protéger qui il veut, qu'il peut enrichir qui il veut et tout. Le premier geste d'enrichissement, c'est-à-dire, il parle de djoub-djoubal. Le premier truc de djoub ou de djoubal, c'est lors du recrutement. Quand on recrute un personnel, tu nommes un DG qui est nul comme ses pattes, qui vient dans un secteur où il ne connaît que dalle, il n'a aucune valeur ajoutée à y apporter. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'enrichissement sans cause. Vous allez l'enrichir parce que vous allez lui donner un gros salaire, une voiture 4x4, des locaux, des trucs, machin et tout, mais vous l'enrichissez sans cause parce qu'à côté, il y a quelqu'un qui est allé à l'école, qui a appris et tout, vous avez fait fi de lui pour prendre quelqu'un, vous allez l'enrichir pourquoi? Vous allez l'enrichir pour qu'il vous serve. Il s'enrichit sans cause. C'est du détournement. D'accord, on va donner la parole à Elimane Abidjan sur les licenciements partout dans les sociétés parapubliques, AIBD, on l'a vu un peu avant, Port Autonome, etc. Oui, c'est une longue liste. Il y en a plein. Donc on a des problèmes. Des ajustements qui ne disent pas leur nom. Les ajustements, non, je pense que c'est des sérieux problèmes effectivement qu'on a dans la gestion de nos deniers publics, parce que ces entreprises publiques et parapubliques qui sont toutes dans des difficultés, je pense qu'on vient d'avoir une explication qui est à la base de tout ceci. C'est l'influence politique dans le business public. C'est exactement ça. C'est-à-dire que ces entreprises sont utilisées effectivement
pour recruter du personnel politique. Pour gérer une certaine clientèle politique. Et y compris le recrutement. Au-delà de certaines demandes indécentes, de certaines fonctions qu'on veut faire jouer aux personnes qui sont nommées à ces postes pour pouvoir également alimenter donc le projet politicien. En même temps, il y a ce clientélisme qui explique les recrutements tout azimut. Moi, j'en ai vu certaines situations, c'est pas seulement dans les grandes entreprises, mais un peu partout, qu'il y a des recrutements qui ne se justifient pas, très abusifs et qui ont leur coût. Et ça, effectivement, dans une société, ça plombe. Et donc, ça amène vers la faillite. Donc, ce sont des pratiques comme ça qui se ramènent à la logique politicienne. Là finalement, c'est des pères de famille aussi qu'on met dans la rue. Oui, c'est finalement un drame économique. Oui, non, je suis d'accord que il y en a qui ont fauté. Il faut identifier ceux qui sont à l'origine de ces fautes et les sanctions. Maintenant, la situation, il faut la gérer. Effectivement, parce que il y a deux choses. Est-ce que l'entreprise peut continuer à être viable? Toute entreprise, même privée, qui n'est pas viable, est amenée à faire des plans sociaux. Ça fait partie des règles de gestion, n'est-ce pas? Donc, dans ce cas-là, ça se justifie clairement. Mais s'il y a des possibilités de pouvoir gérer cela, effectivement, pour également éviter un autre drame, parce que c'est vrai, toutes ces personnes licenciées, derrière elles, c'est des familles qui y vivent. Donc, ça peut se reproduire à un autre problème, un front véritablement sur le plan social à gérer. Au niveau des familles, de la demande sociale, de la demande citoyenne, etc. On parle de perte d'emploi, en tout cas, plus de 3000 de manière officielle. Je pense si vous y ajoutez le secteur des BTP, on parle de 100 000. Il y en a beaucoup. Et même il y a des secteurs dont on ne parle pas, dont on est informé, effectivement, où ces cas se précisent. Donc, il faut véritablement des plans d'accompagnement de tout ceci, des plans de... Malheureusement, on revient à ça, de réduction de la pauvreté, des plans de protection de la classe moyenne, qui est une classe moyenne très vulnérable et qui peut basculer d'un moment à l'autre sur la base d'un événement vers l'extrême pauvreté. Donc, notre pays, notre structure sociale est très fragile. Et donc, cela ne fait que renforcer les responsabilités de nos autorités qui n'ont plus le droit à l'erreur à partir de maintenant, qui doivent non seulement rectifier, donc ça c'est le jubanti quoi, mais qui doivent aussi ne plus faire les mêmes erreurs pour maintenir ce pays dans une certaine stabilité. Donc c'est une situation assez compliquée, difficile à gérer. Et pour moi, la solution n'est que dans l'ouverture, dans la consultation des forces vives, des citoyens, pour pouvoir mobiliser tout le monde vers des défis qui sont clairement identifiés ensemble. Voyez-vous, et éviter ce centralisme-là dans lequel nous sommes. Par exemple, regardez aujourd'hui, même les politiques qui sont mises en place, les stratégies qui sont mises en place dans le cadre de l'agenda national de transformation ne sont pas partagées ni connues des acteurs, même à l'interne, voyez-vous. Alors que il paraît que depuis la présentation de Diamniadio, où on avait dit que c'était provisoire, aujourd'hui on est allé jusqu'à la définition des programmes et des projets. Alors, mais personne ne sait quels sont les programmes et les projets sur lesquels on nous engage et sur ces 5 ans-là à venir. Et donc je pense que là, il y a une nécessité donc de travailler de façon beaucoup plus efficace sur la communication et surtout sur l'inclusion des parties prenantes. Ils ne partagent pas. Depuis Diamniadio, on ne vous a rien soumis, c'est ça? Non, à notre niveau, non, il n'y a aucun retour. Maintenant, nous travaillons au quotidien sur les politiques publiques. Donc, nous faisons le nécessaire pour nous informer, pour savoir où est-ce que les autres en sont, etc. Voyez-vous? Mais donc, je pense que ça, c'est encore un des problèmes dans ce pays. Pourquoi? Parce qu'il y a encore il y a une gestion centralisée. Même au sein de l'administration, tu discutes avec des administrations qui sont censées faire des choses, mais qui ne sont pas au courant. Il y a les lettres de politiques sectorielles qui sont en train de se faire un peu partout. Mais même ceux qui font les lettres politiques sectorielles ne sont pas imprégnés des développements derniers des stratégies, que ce soit le master plan comme le plan quinquennal qu'on appelle maintenant, qui était avant la stratégie nationale de développement. Voyez-vous, donc il y a un problème d'orchestration interne
de l'organisation et de la mise en œuvre des politiques publiques qui doit pouvoir en même temps s'appuyer sur les autres parties prenantes, parce que pour faire ce pays, il faut tout le monde. Il faut mesurer tout le monde. Et donc je pense que c'est à ce niveau. La vision 2050 n'est pas assez partagée. Ah non. À part, regardez, allez faire vos investigations. À part le document de 20 pages qui a été partagé le jour de Diamniadio, le 14 octobre, je pense, il n'y a rien d'autre. Il n'y a que l'ambassade de Bruxelles qui partage encore la SND, mais qui était un document provisoire. Je pense que même ils doivent l'enlever du site. Donc voilà, donc je pense qu'il y a des questions sérieuses qui concernent la gouvernance sérieuse et quotidienne de ce pays qui doivent être les priorités. Alors, Badou Ndao, pour terminer, comment sortir de cet engrenage économique, On voit ces licenciements, le Sénégal ne se porte pas très bien, les marchés même se rétrécissent. Comment s'en sortir? Comment s'en sortir? Comme vient de le dire Eliman. C'est-à-dire qu'on n'attend pas de ces gens-là qu'ils soient des enchanteurs Merlin, qui viennent avec des coups de baguette, je ne sais pas, transformer nos vies. Ça, c'est clair. Les Sénégalais ce sont des Sénégalais qui ont fait ce pays-là jusqu'à ce qu'on arrive là où nous sommes aujourd'hui. Quand ils sont venus au pouvoir, ils ont trouvé un pouvoir fort, un pouvoir politique fort. Ils sont en train d'ailleurs d'en user. Ils ont commencé à en abuser parce que je vois que ils ont étendu ce pouvoir-là à la justice. Qu'il y a d'autres... Comment ça? Expliquez-moi. Non, mais ça, c'est connu. Même le Premier ministre l'a dit. Quand je dis à celui-là, il va dire à l'autre, l'autre va faire, et puis c'est fini. Une dernière question sur la justice. On voit que le Djoubdjouboul est à plein régime, en tout cas, c'est ce qu'on dit du côté de Pastef. Il y a Tahirou Sarr qui a été mis en prison, tout comme Farba Ngom, dans le cadre de la reddition des comptes. On pointe de vue très rapidement sur ce qui se fait, ce que fait le pôle judiciaire. Vous pensez qu'ils sont sur la bonne voie ou il y a d'autres observations que vous avez à ce sujet? Je pense qu'ils ont juste besoin d'avoir une meilleure communication sur leurs actions et de tout faire pour éviter que la communication politique précède la bonne communication de la justice. Alors, c'est la fin de Rewmi Ménage. Au micro, Mohamed Ali Boumba, à la technique Abdoulaye Diop. Nous avions dans ce studio Eliman Abi Kane, le patron de l'ex-Africa, de la société civile. À ses côtés, Badou Ndao, le médiateur. Merci à tous les deux. Badou Ndao, le médiateur, il est écrivain, il est chroniqueur.